Jules Verne, l'auteur des Voyages extraordinaires, a été tout particulièrement influencé par son lieu de naissance. Jules Verne est né à Nantes le 8 février 1828 dans le mouvement maritime de l'un des plus grands ports de France. Il est né sur les bords de la Loire, qui accueille des navires qui arrivent du monde entier, chargés de cacao, de thé, de noix de muscade, de café. Jules Verne va vivre les 20 premières années de sa vie à Nantes, dans ce mouvement maritime. En ce temps-là, nous n'avions que les lourds bâtiments à voile de la marine marchande. Mais que de souvenirs il me rappelle. En imagination, je grimpais à leur auban, je me hissais à leur une. Je me cramponnais à la pomme de leur mât. Mon plus grand désir eût été de franchir la planche tremblotante qui les rattachait au quai pour mettre le pied sur leur pont. Jules Verne est né à Nantes, dans un endroit très particulier, au cœur même de la ville. Il est né sur une île qui s'appelle l'île Feydeau et dont l'histoire, qui remonte au début du XVIIIe siècle, est elle-même une histoire extraordinaire. Alors en fait, c'est une île qui va être lotie, consolidée à partir d'un petit banc de sable accroché à un très vieil îlot sur la traverse nord-sud de ce large fleuve qu'est la Loire, sous les murs de la ville. Dans le début du projet, l'île Feydeau est accrochée à la grande ligne de pont qui part de Pierremille et qui arrive jusqu'à la ville, mais elle s'avance comme ça de façon un peu libre dans le fleuve. Bon. Dès les débuts du projet, on rajoute un pont qui va le rattacher à la rive nord, ce qui fait que le quai nord, lui, ne va plus pouvoir accueillir les grands bateaux qui ne pourraient pas passer sous le pont. Et puis le quai sud, lui, peut encore être accessible à des bateaux un peu importants, mais dès les années 1770, on va construire un quatrième franchissement de la Loire, qui empêchera également les bateaux importants de venir s'amarrer au quai sud. Et donc en fait, on a cette image un petit peu paradoxale de cet objet entouré de quais, là, flottant comme ça au milieu de la Loire, qui pourrait venir accueillir et servir d'accostage à de nombreux bateaux, mais en fait, les bateaux sont ailleurs. Et il y a un peu une espèce d'invite comme ça à aller les voir ailleurs, puisque les plus importants ne peuvent pas venir sur les quais. L'île Feydeau, ce joyau de l'architecture de Nantes du XVIIIe siècle, n'est malheureusement plus qu'une île entourée d'un fleuve de voitures, puisque dans les années 1920, les bras de la Loire ont été comblés. Mais il existe une photo de Nantes, prise dans les années 1920, juste avant les comblements, où nous voyons l'île Feydeau au cœur même de la ville. Et lorsque nous voyons cette image, sans aucun effort d'imagination, nous avons véritablement le sentiment que l'île Feydeau est en réalité un paquebot de pierre. L'image est parfaite et vous avez l'impression que si vous cassez les ponts, vous allez rompre les amarres et que peut-être cette île Feydeau va glisser sur la Loire pour un voyage extraordinaire. Il est amusant de constater que Jules Verne est né précisément au milieu de cette île et que l'idée de l'île flottante potentielle est une idée qui revient très régulièrement dans l'œuvre de Jules Verne. C'est le cas des romans Une ville flottante, L'île à Hélice ou du roman La Jean de Gada où là les héros de Jules Verne construisent un gigantesque radeau, une sorte de village flottant pour descendre l'Amazonie. Mais c'est le cas également du roman Hector Servadac où suite à une collision interplanétaire entre notre planète et une comète, un morceau de l'Algérie se retrouve propulsé dans l'espace, devenant une île flottante de l'espace. Est-ce que nous n'aurions pas là le souvenir lointain, certes inconscient, de cette île Feydeau, île flottante potentielle, où est né Jules Verne? Comment me vint cette vocation d'écrire que je poursuis au-delà des limites de la soixantaine? Et d'abord, ai-je toujours eu du goût pour les récits dans lesquels l'imagination se donne libre carrière? Oui, sans doute. Et ma famille a toujours tenu en grand honneur les lettres et les arts, d'où j'en conclus que l'atavisme entre pour une forte part dans mes instincts. Puis il y a cette circonstance que je suis né à Nantes, où mon enfance est tout entière écoulée. Fils d'un avoué parisien et d'une mère tout à fait bretonne, j'ai vécu dans le mouvement maritime d'une grande ville de commerce, point de départ et d'arrivée de nombreux voyages au long cours. Jules Verne a un frère, Paul,
le cher frère, comme il le dira, qui sera un merveilleux compagnon de jeu. Mais Paul, surtout, va également passer son diplôme de capitaine au long cours, réalisant ainsi ce qui était peut-être l'un des rêves les plus profonds de Jules Verne. Paul et Jules vont beaucoup naviguer ensemble sur les différents Saint-Michel, et Paul va également devenir le conseiller scientifique de Jules Verne pour les voyages extraordinaires qui traitent de navigation, ce qui est l'immense majorité des romans de Jules Verne. Jules Verne a vécu dans une famille assez traditionnelle pour l'époque, à la seule différence qu'il avait une éducation peut-être, enfin on imagine, un peu plus libérale que ce qui était pratiqué à l'époque, grâce à sa mère, qui était un peu plus artiste que les autres. Et son père était, lui, dans le droit chemin, le type assez carré, quoi. Et donc il a bénéficié quand même de ce côté un peu souple de sa mère. Il a une éducation plus agréable, plus contemporaine, diront, plus années 60 ici que des gens de l'époque. Mais enfin, on ne sait pas quand même pas grand-chose de sa jeunesse, à part qu'il a, oui, il a été assez heureux, je pense. Il a été pas un très bon élève, on ne lui a pas tenu vraiment rigueur de ne pas avoir été un crack. Donc ce qui est pas mal pour l'époque, où quand même il fallait absolument réussir. Et on a quand même accepté, ce qui était quand même extraordinaire pour l'époque, qu'il devienne écrivain. Assez rapidement, son père, qui était quelqu'un de très rigoriste, un avocat, un avoué, a quand même accepté extrêmement rapidement qu'il devienne écrivain, quitte à ne pas en vivre bien tout de suite. Jules Verne a une cousine, Caroline. Il en est complètement fou amoureux. Et une histoire très importante, une légende peut-être, va naître autour de cet amour enfantin. On dit qu'un jour, Jules Verne, à l'âge de 11 ans, aurait fait une fugue. Il aurait quitté la maison parentale, il se serait fait engager comme mousse sur un navire s'appelant la Coralie, en partance pour l'océan Pacifique, dans l'espoir secret de ramener un collier de corail à sa cousine Caroline. Son père arrive à le rattraper de justesse juste avant l'embouchure de la Loire. Et Jules Verne aurait promis à son père « Je ne voyagerai plus que par le rêve et l'imagination ». Cette histoire d'amour enfantin très fort va jouer un rôle peut-être considérable dans son rapport avec les femmes. Et certains disent que chez Jules Verne, dans ses romans, les femmes sont inexistantes. C'est faux. Il y a beaucoup d'héroïnes verniennes. Mais il est exact que ce sont des femmes souvent idéalisées, inaccessibles. Une chose est certaine néanmoins, c'est que beaucoup de romans de Jules Verne se terminent, eux, par un mariage. Lettre de Jules Verne à Hetzel, 1866. J'arrive maintenant à la chose la plus grave. Je suis très maladroit à exprimer des sentiments d'amour. Ce mot-là, seul, amour, m'effraie à écrire. Je sens parfaitement ma gaucherie et me tortille pour n'arriver à rien. Aussi, pour esquiver la difficulté, je compte être très sobre de ces scènes. Vous me demandez de mettre un mot du cœur en passant. Rien que cela. Mais il ne vient pas, ce mot du cœur. Sans quoi, il y serait depuis longtemps. Au cours des années 1830, les parents de Jules Verne achètent une maison de vacances à la campagne, dans le prolongement du port de Nantes, à Chantenay. Chantenay a été la maison de famille où tout le monde se réunissait les dimanches, pendant les vacances, où il retrouvait ses cousins, ses cousines, et où il donnait notamment ces petits spectacles qu'il écrivait, des spectacles de théâtre un peu humoristiques qui donnaient en représentation en famille. Bon, par ailleurs, il jouait dans les bois, bon, Robinson, mais comme tous les enfants de son âge, j'imagine à l'époque, et il voyait donc passer les navires sur la Loire, ce qui l'a probablement intéressé comme tous les enfants. La seule différence, c'est que tous les petits-enfants nantais ne sont pas devenus Jules Verne. La mer. Eh bien, mon frère, qui fut marin quelques années plus tard, et moi, nous ne la connaissions pas encore. L'été, toute notre famille se contenait dans une vaste campagne non loin des bords de la Loire, au milieu des vignobles, des prairies, des marais. C'était chez un vieil oncle, un ancien armateur. Il était allé à Caracas, lui, à Porto Cabello. Nous l'appelions l'oncle Prudent. Et c'est en son souvenir que j'ai ainsi nommé l'un des personnages de Robur le Conquérant. Mais Caracas, c'était l'Amérique. Cette Amérique qui me fascinait déjà. Donc, faute de pouvoir naviguer sur mer, en pleine campagne, mon frère et moi, nous voguions à travers les bois et les prairies. N'ayant pas de mâture à grimper, nous passions nos journées à la cime des arbres. C'était à qui ferait son nid le plus haut. On causait, on lisait, on combinait des projets de voyage, pendant que les branches,
agité par la brise, donnait l'illusion du roulis et du tangage. Beaucoup des romans de Jules Verne sont en réalité des histoires de Robinson. Et les Robinsons les plus célèbres de l'œuvre de Jules Verne sont ceux de l'île mystérieuse. Voilà 11 mois que toute communication entre eux et le reste des humains avait été interrompue. Et avant peu, le 24 mars, arrivait l'anniversaire de ce jour où le ballon les jeta sur cette terre inconnue. Ils n'étaient alors que des naufragés ne sachant pas même s'ils pourraient disputer aux éléments leur misérable vie. Et maintenant, grâce au savoir de leur chef, grâce à leur propre intelligence, c'étaient de véritables colons, munis d'armes, d'outils, d'instruments, qui avaient su transformer à leur profit les animaux, les plantes et les minéraux de l'île, c'est-à-dire les trois règnes de la nature. Jules Verne est un garçon qui rêve énormément. Il a une imagination débordante. Mais quand on a 18 ans, que l'on s'appelle Jules Verne, que l'on est le fils d'un avoué nantais, il y a peu de place pour le rêve. Jules Verne passe son bac, commence ses études de droit, mais arrive à convaincre son père de poursuivre ses études à Paris. Car, secrètement, Jules Verne a bien d'autres idées derrière la tête. Il rêve, à Paris, capitale artistique, de devenir un grand auteur de théâtre.